Monsieur Wachter, ravi de vous avoir avec nous. On voudrait commencer cette interview par la guerre partout dans le monde aujourd'hui. L'image nous semble très brouillée. Un jour, on nous dit la guerre va s'arrêter demain. Le lendemain, on voit que c'est tout à fait le contraire. Quelle est votre lecture de ce qui se passe? Il y a plusieurs niveaux de lecture. Le premier point, quand on est européen, c'est d'imaginer que la guerre fait l'unanimité, ce qui n'est pas le cas. On voit bien dans des décomptes qui ont été faits, l'attaque d'Israël et des États-Unis a un soutien explicite de pays qui représentent à peu près un quart du PIB mondial, 8% de la population. Les pays qui ont condamné l'agression sont de l'ordre de, ça représente à peu près 62% du PIB mondial et 73% de la population. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas stable. On voit bien qu'il y a une vraie tension qui apparaît et on conçoit bien. Hein, on a vu la Chine, la Russie ont condamné la guerre, etc. Donc on a une situation qui est déjà un petit peu floue sur ce plan-là. Le deuxième point, c'est que dans des situations tendues comme on les voit, on est tous très attentifs au dernier qui a parlé. Et donc, si le dernier nous dit la guerre va s'arrêter demain, on a tous envie d'y croire. Quand on parle d'utilisation des réserves stratégiques de pétrole, on a envie d'y croire et que ça va permettre de réduire le prix du pétrole. Donc, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas dans quelle direction exacte on va aller. Et donc, on est prêt à capter toute information qui sort et à l'amplifier. D'où cette volatilité qu'on voit d'ailleurs très bien sur les marchés financiers, parce que c'est une chambre d'écho très forte de la perception collective qu'on peut avoir. On le voit sur le prix du pétrole, qui est monté très fort, qui est revenu, qui rebondit un peu, etc. On a ce sentiment que on n'a pas vraiment d'idée. On sent que c'est compliqué. Tout le monde perçoit que la région est complexe, et pas de maintenant, c'est une région qui est complexe de longue date. Et là, d'un seul coup, on a un choc très fort. Et comment ça peut se résoudre? On n'a pas franchement d'idée. Alors les hommes politiques, notamment américains ou israéliens ou iraniens, ont l'obligation d'avoir des souhaits ou des volontés de terminer la guerre ou de faire ceci, cela. Mais pour les analystes que nous sommes, c'est beaucoup plus complexe que cela. On n'a pas cette prétention de savoir à quel moment la guerre va s'arrêter. Mais ce qu'on voit très clairement, c'est que on rentre dans un processus où probablement le monde va être un peu plus instable. C'est ça le point. Parce que ce qu'on voit depuis la période après le Covid, c'est que le monde a tendance à se morceler. On voit bien que tout le monde ne fonctionne plus de la même façon et de façon cohérente. On avait cette impression déjà. Le conflit, là, va accentuer probablement cette situation. On peut le voir d'ailleurs sur un point qui est souvent souligné, c'est la dépendance de la Chine à la production pétrolière, à l'offre pétrolière iranienne. S'il y a une rupture, forcément les Chinois et les Américains vont voir leur tension s'accentuer de façon importante et ça ne peut pas s'atténuer spontanément. Et on a vu il y a 2 jours, quand le président américain a parlé de fin de guerre prochaine, que les prix du pétrole le lendemain avaient chuté. Oui, parce qu'on a envie d'avoir des bonnes nouvelles. Alors, il y a deux choses, ceci étant. Au-delà de la bonne nouvelle, il y avait aussi l'annonce par le G7 d'une éventuelle utilisation des stocks de pétrole détenus. Donc ça, c'est quelque chose qui peut avoir une incidence sur l'équilibre offre-demande. Et puis,
quand on regarde la dynamique des marchés, les progressions ne sont jamais linéaires. On ne progresse pas de façon directe. On a des fluctuations. Et là, le mouvement avait été tellement brutal sur le prix du pétrole que les investisseurs, les traders ont profité de ces propos, notamment de Donald Trump, pour réajuster leur position. Donc il y a tout un tas de phénomènes qui ont joué en même temps, mais parce que les prix ne peuvent pas grimper comme ça spontanément à des niveaux aussi importants que ce qu'on a vu ces derniers jours. Comment vous voyez la suite avec la guerre qui va persister, les répercussions économiques sur le monde d'abord, en général, et puis sur l'Europe, et on parlera également des pays de la région et des pays du Golfe. Sur le monde, on a ce risque de morcellement. C'est-à-dire que on doit bien avoir quelque chose en tête. C'est-à-dire que jusqu'à la pandémie, disons, tout le monde travaillait avec le même logiciel. On travaillait de façon assez bien coordonnée, assez coopérative. Alors ça avait démarré en disant la Chine va être l'atelier du monde. Nous, on va conserver, dans les pays occidentaux, on conservera les services. Ça a plutôt bien fonctionné, ça s'est déformé progressivement, mais tout le monde avait intérêt à jouer avec les mêmes règles. C'est ça qui a été un phénomène important. Et puis, effectivement, depuis la pandémie, depuis les tensions qu'on a vues notamment sur la technologie entre les États-Unis et la Chine, les règles ont un peu changé. Chacun a voulu jouer avec ses propres règles. Là, le phénomène va être plus marquant. Alors, conséquences macroéconomiques, eh bien, une régionalisation des situations. C'est-à-dire que, on le voit d'ailleurs aux États-Unis, hein, le rapport sur la stratégie qui a été publié au mois de décembre aux États-Unis dit ce qui nous intéresse, c'est le continent américain, du Canada jusque tout en bas en Argentine. Et on va sauvegarder ça. Donc, on voit bien que les Européens sont à la recherche d'une forme d'autonomie. On voit bien que les Chinois jouent la Chine et l'Asie en particulier. Donc, on a cette situation où tous les échanges étaient ouverts, où on est là beaucoup plus attentif à ce que les dynamiques soient plus régionales. Et le conflit accentue ce phénomène. Alors, on a une mesure de cela, c'est l'utilisation d'un terme qui avait disparu du langage des économistes, des politiques, etc. C'est le terme de politique industrielle. La politique industrielle, c'est de dire il faut qu'on produise localement. Qu'on soit européen, on produit en Europe, qu'on soit américain, on produit aux États-Unis ou dans le continent, et si on est chinois, on produit en Chine. Et cette situation fait que, d'un seul coup, l'image n'est plus la même. D'un seul coup, on veut tout faire pour que la situation s'améliore localement, même si ailleurs, ça se dégrade. Pour la France, vous pensez qu'on aura quelque chose de semblable comme 2022, 2023 ? Pourtant, Christine Lagarde dit que ça ne sera pas pareil. Non, on va être sur quelque chose d'un peu différent. Ce qui s'était passé en 2022, c'est que l'Europe avait souffert d'un double choc énergétique. Il y avait eu le choc pétrolier. On se souvient, 2021-22, les prix avaient fortement monté. On était en sortie de pandémie. On a eu le conflit en Ukraine le 24 février. Et effectivement, il y a eu des tensions. Mais il y a eu une deuxième vague, si je puis dire, à partir du printemps, de la fin du printemps 2022, avec toute la volonté des Européens de réduire la part des achats de gaz russe. Et donc, les Européens qui n'avaient pas de contrat à long terme avec les États-Unis ou d'autres producteurs se sont retrouvés coincés à acheter du gaz à des prix tout à fait exceptionnellement élevés. Et c'est ce phénomène-là qui a été le plus pénalisant pour l'économie européenne à cette époque-là. Aujourd'hui, on subit le choc pétrolier. Il ira peut-être un peu plus au-delà de ce qu'on voit, mais le choc sur le gaz risque d'être un peu plus limité parce qu'on a des accords avec les États-Unis, parce que
le Qatar, à un moment donné, va reprendre parce qu'on peut trouver des accords avec l'Algérie et que finalement, le choc pourra peut-être exister, c'est-à-dire avoir des prix plus élevés, mais jamais comparables à ceux qu'on avait eus en 2022. Et puis l'inflation va aussi revenir. Oui, mais pas forcément autant que ça. Parce qu'on a eu la tentation de faire un parallèle entre l'inflation de 2022 et maintenant. Et maintenant, justement. Alors, il y a un effet énergie, indéniable, avec cette nuance sur la France, sur l'Europe, avec le prix du gaz. En 2022, on a eu une très forte augmentation des prix alimentaires, ce qu'on n'a pas encore. Ce qu'on verra peut-être, parce que les engrais utilisés dans les champs sont dépendants du prix du gaz. Donc si effectivement on a un choc sur le prix du gaz, ça va être pénalisant. On n'y est pas encore, mais il faut avoir ça en tête. On a eu toutes les pénuries de sortie de pandémie. Rappelez-vous la pénurie sur les semi-conducteurs. Les producteurs, les constructeurs de voitures ne pouvaient plus produire parce qu'elles n'avaient pas de semi-conducteurs, etc. Ça n'existe pas pour l'instant. Et puis on avait eu aussi, accentuant le phénomène, la relance qui avait été faite par Joe Biden, qui a distribué aux États-Unis, aux ménages américains, 400 milliards de dollars en quelques jours. Donc d'un seul coup, on avait des entreprises qui ne pouvaient plus fournir et des ménages qui avaient envie d'acheter. Donc ça a créé là aussi un déséquilibre très important. On n'a ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Donc on est sur probablement un choc qui peut être inflationniste, mais qui ne sera pas de même nature que celui qu'on a vu en 2022. Et justement, parlant de répercussions économiques sur les pays du Golfe. La répercussion immédiate, c'est un risque de réduction des revenus. Et on voit bien que ça peut être un peu compliqué si on a des livraisons de pétrole qui sont entravées très, très rapidement. Les recettes vont diminuer, les recettes associées aux ventes de pétrole vont diminuer, ce qui pénalisera l'ensemble de la région. On sait que dans un grand nombre de pays, le prix d'équilibre à production donnée pour satisfaire les budgets, c'est entre 70 et 100 dollars le baril. Si la production diminue, même si le prix se maintient à 100 dollars, si la production diminue, il y aura un écart qui sera pénalisant et qui peut avoir une incidence sur la paix sociale, si on dit les choses rapidement. Et puis l'autre point, et on le voit avec tout un tas de Français qui sont coincés à Dubaï, c'est le tourisme qui va être pénalisé. Ça a été un support fort de la croissance de ces régions, pas le seul, mais ça a été un élément important. Celui-ci peut être durement touché et durablement touché. Donc ça va être par ce biais-là que les choses vont s'opérer. Et puis il y a un autre risque lié au conflit, c'est la question de l'eau. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Pour eux, c'est très important. Bien sûr, parce que c'est une région qui spontanément est plutôt sèche. Il y a eu toute une série d'usines de retraitement des eaux certaines ont été attaquées. Et si cet équilibre-là sur l'approvisionnement en eau est rompu, effectivement, ça posera des problèmes immédiats, mais aussi de long terme, parce qu'il faudra reconstruire et faire les choses. Donc là, pour moi, un risque majeur, c'est celui-là. Parce que d'un seul coup, les populations vont être affectées. Les capacités à produire vont être affectées. Et donc, on a un système qui risque de se gripper assez rapidement. Et le vrai problème majeur, c'est le détroit d'Ormuz et la circulation et les bateaux. Aujourd'hui, on parlait du début de bataille navale. C'est toute la question qui était posée dès le début, dès qu'on a vu les premiers drones voler, les premiers missiles voler. Qu'est-ce qui va se passer sur le détroit d'Ormuz? Là, très clairement, on est dans le cœur du problème. C'est-à-dire que si effectivement le détroit d'Ormuz reste bloqué, on va avoir un vrai choc pétrolier
qui peut s'inscrire dans la durée. C'est ça la vraie difficulté. Et on sait que même si on est dans les pays occidentaux moins sensibles au pétrole qu'on ne l'était au moment du premier choc pétrolier, parce qu'on a besoin de moins de pétrole pour fabriquer 1 euro de PIB, c'est quand même extrêmement pénalisant. Pénalisant pour les entreprises, pénalisant pour les ménages. Le prix de l'essence risque de grimper assez fortement en cas de blocage du détroit d'Ormuz. Et l'impact sur la consommation sera important. Il faut avoir en tête que dans tous les pays, le seul prix qu'on connaisse, c'est le prix de l'essence. Parce que quand on fait le plein de sa voiture, ça coûte cher. Quoi que le prix de l'essence soit à 1,50 € ou à 2, on est toujours très attentif. Et donc, si on a un choc durable, ça va affecter directement le comportement des consommateurs et forcément l'activité économique globale. Vous vous attendez à ce qu'il y ait de nouvelles mesures. Le lundi, le G7, les ministres du G7 vont se réunir à nouveau. Est-ce que vous vous attendez à des résolutions? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils sont... Tout le monde est un peu dans l'expectative par rapport à ce qui se passe. Les pays du G7 n'ont pas non plus des moyens considérables pour adoucir le choc. On le voit sur les déficits publics aux États-Unis, en France et dans d'autres pays. Donc la capacité à faire un peu la même chose, à mutualiser le choc comme on l'avait fait pendant la pandémie, c'est-à-dire d'avoir la capacité de faire le dos rond en attendant que ça se passe, me paraît beaucoup moins probable que, effectivement, quand en France, Bruno Le Maire avait lancé cette façon de faire, parce que les choses sont très différentes. On est sur des niveaux d'endettement qui sont plus élevés, des coûts qui sont plus forts, et donc on va avoir forcément des répercussions plus directes. Ça va être probablement un des éléments importants au cours des prochaines semaines. Pour nous, en France, ça va être compliqué parce que dans un an, on a des élections présidentielles et que forcément, le résultat de ce qui se passe dans les semaines, les mois qui viennent, auront des conséquences sur les élections et sur la façon dont les Français vont voter. Donc ça va être... c'est quelque chose auquel on doit être attentif, mais on n'a pas les moyens de financer, de signer des chèques comme on le faisait en 2020. Emmanuel Macron s'est rendu en Méditerranée dernièrement. Il y a le porte-avions Charles de Gaulle qui est sur place. Il a des accords, la France a des accords avec les pays du Golfe de défense. Et il a beaucoup parlé sur place sur justement l'importance du détroit d'Ormuz et que la France voulait tout faire pour essayer de protéger en quelque sorte ces pays-là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour vous? Comment ça se traduit? Moi, il me semble que la France a envie d'être un acteur, mais pas un joueur. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de s'engager dans le conflit. Parce qu'elle a dit je ne participe pas à la guerre, ni avec les Américains, ni avec les Israéliens, ni avec les Iraniens. C'est hors sujet. Exactement. Ça. Donc il faut être une sorte de recours, mais pas aller au-delà. Parce que c'est vite rentré dans une dynamique qu'on n'a pas, d'une certaine manière, qui n'est pas la nôtre, celle des Français, mais qui est complexe et difficile à gérer. Donc, pour l'instant, la France se tient comme une espèce de façon de route secours, mais sans s'engager dans le conflit. C'est une position un peu compliquée. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on est un petit peu sur le fil du rasoir à chaque fois. Mais on voit bien que en France, personne n'a envie de s'engager vraiment, ni d'un côté ni de l'autre. Parce que la France veut continuer à jouer un rôle. Elle a joué historiquement un rôle au Moyen-Orient, au Liban notamment, mais pas simplement. Elle veut continuer à rester une voie d'influence.
mais avec des capacités qui sont limitées. C'est toute la complexité. Si éventuellement l'OTAN devait intervenir, je ne sais pas comment, à ce moment-là, les choses seraient différentes. Mais là, la France ne peut pas intervenir directement. Donc voilà, la France est une grande voix diplomatique historiquement. Elle veut continuer à jouer ce rôle, mais dans un contexte assez particulier et où Emmanuel Macron doit trouver le chemin très étroit qui lui permettra d'être entendu de chaque côté sans prendre le risque de rentrer dans le conflit. Et il y a aussi le fait qu'elle a une base militaire à Abu Dhabi et elle a des accords aussi avec le Qatar. Elle a quand même, et l'Arabie Saoudite aussi. Oui, mais c'est pour cela que la position est complexe. Macron doit intervenir, doit dire les choses, parce que justement la France est présente dans la région, mais ne veut pas s'engager. C'est toute la difficulté, l'équilibre, le jeu d'équilibre dans lequel s'inscrit la France aujourd'hui. Et vous ne pensez pas aussi que les positions dans l'Union européenne affaiblissent d'avoir une position commune? La plupart des pays ne veulent pas la guerre, c'est vrai, mais l'Italie a un point de vue, l'Allemagne, c'est complètement différent. Donc, ça affaiblit quand même la position européenne, tout ça. C'est toujours la même question sur l'Europe. Comment faire pour avoir une voie commune? Mais là, il y a des intérêts économiques. Mais on les a, on le voit là, mais on le voit sur d'autres sujets. Dans les relations avec la Chine, par exemple, Emmanuel Macron, quand il est rentré de Chine au mois de décembre, dit j'ai demandé aux Chinois de faire le nécessaire pour réduire les déséquilibres entre l'Europe et la Chine. S'ils ne le font pas, on les sanctionnera. Friedrich Merz rentre récemment de Chine en disant ils travaillent tellement plus que nous, c'est pas étonnant qu'on ait un déséquilibre aussi important. Donc à nous de réagir. Et sur tous les sujets, on a des points de vue qui sont assez différents. C'est un vrai problème pour l'Europe. C'est pour ça que Mario Draghi, l'ancien président de la Banque centrale européenne, a appelé à une construction institutionnelle différente qui ressemblerait davantage à une fédération, un modèle un peu américain, avec un pouvoir central, qui permettent d'avoir une vision unique et une stratégie homogène à l'intérieur de l'Europe, pour essayer effectivement de parler d'une seule voix et d'avoir un poids diplomatique, économique et politique qui soit plus important. Et tant qu'on n'a pas ces éléments-là, on aura toujours l'Espagne qui dira quelque chose, l'Italie autrement, la France sous une autre chose, l'Allemagne, etc. Donc là, il y a toujours cette question, mais qui est complexe, parce que on voit bien que l'Europe n'est pas les États-Unis. On ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas la même volonté de fonctionner ensemble. Les lois entre l'Iowa et le Montana sont assez proches. Entre la France et l'Allemagne, c'est pas tout à fait ça. Donc il y a des obstacles qui restent très forts sur le plan économique, sur le plan juridique. Et passer au-dessus, ça veut dire que les spécificités locales s'effaceraient. Compliqué. Mais les crises nous ont appris aussi, comme ce fut le cas de la Covid, qu'ils pouvaient aussi décider quelque chose ensemble. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on doit... on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier. Et on voit bien que les crises ont une capacité à faire bouger les lignes de façon importante. On l'avait vu au moment du Covid, effectivement, on a émis un emprunt européen. Est-ce qu'il y en aura d'autres? On peut le souhaiter. C'est un moyen, effectivement, de rapprocher les intérêts et de pousser à une forme d'uniformisation des comportements. Mais tout ça prend du temps. Alors, quand on est là au quotidien, on a l'impression que le temps est trop court. Ça ne va pas assez vite. Mais voilà, c'est toujours du temps long parce que les
les situations, les personnes, les cultures ne sont pas les mêmes, et donc les choses ne peuvent pas se faire spontanément. Et quand on regarde aujourd'hui la façon de fonctionner, on est dans une situation qui est beaucoup plus efficace, si je puis dire, qu'il y a 30 ou 40 ans. Et aujourd'hui, vous interrogez quelqu'un dans la rue, est-ce que vous êtes prêt à revenir sur l'euro, par exemple? Non, ça n'intéresse plus personne, parce qu'on peut aller en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, pour ses vacances, pour des voyages d'affaires, sans avoir ce problème monétaire, ce qui est quand même un acquis tout à fait important. Donc tout ça, on va évoluer dans ce sens-là. On voudrait que ça aille plus vite, effectivement, pour peser davantage sur l'ensemble et avoir une capacité à peser sur des négociations, sur des conflits qui s'opèrent, etc. Le prix du pétrole, il va atteindre $200? Si le détroit d'Ormuz est bloqué... Oui, si pendant longtemps, il est bloqué. Tout ça est une question de durée et d'obstacles. Si effectivement le détroit d'Ormuz est bloqué, on voit bien qu'il est compliqué pour les autres pays producteurs d'accroître leur production de façon significative. Et donc, on va avoir une situation de blocage. On débloquera à ce moment-là les réserves stratégiques aux États-Unis ou en Europe, les 3 mois de réserves stratégiques qu'on est censé tous avoir, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Donc, on peut avoir des tensions supplémentaires. Est-ce qu'on atteindra $200? Peut-être. Est-ce qu'on atteindra 150? Là, probablement, s'il y a un blocage, c'est compliqué. Mais très clairement, c'est pour ça qu'on est tous très attentifs à ce qui se passe dans ce détroit d'Ormuz, voir si les 20% de pétrole qui passent quotidiennement vont être une source d'obstacles ou pas. Parce que c'est quand même une carte maîtresse entre les mains des Iraniens. C'est un élément absolument clé. C'est un élément qui pourra tout basculer. Clé. Absolument. Donc c'est pour ça que c'est l'élément qu'on regarde avec beaucoup d'attention et qui va être probablement une source de tensions très fortes. Et si les tensions s'accentuent, on risque de voir le prix du pétrole progresser très, très vivement. Oui, et surtout si les États-Unis et les Israéliens veulent continuer la guerre. Les Américains souhaitent la réouverture pour des tas de raisons. Les Iraniens veulent le fermer pour des raisons qui leur sont propres et on comprend bien. Et donc, tout va se concentrer sur cette partie. Et donc, si effectivement le détroit reste fermé durablement, si les bateaux ne peuvent pas passer, on va avoir un effet sur le prix du pétrole qui sera significatif. Donner un prix auquel on va aller est un peu illusoire, mais très clairement, on risque d'avoir un prix très élevé. En ce qui concerne justement l'Iran et les pays du Golfe, on a bien vu il y a quelques jours le président iranien, il a tendu une main envers les pays du Golfe, mais il continue à lancer des missiles sur tous les pays du Golfe, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Il n'arrive pas même à ouvrir les aéroports. Donc, comment vous expliquez ça? C'est simplement, à mon sens, pour faire pression sur les États-Unis. C'est le meilleur moyen pour l'Iran de faire pression sur les États-Unis, de dire, voilà, vous avez des bases. Les États-Unis ont aussi un certain nombre de bases localement, et donc, si ces bases sont menacées, s'il y a un risque, etc., l'Arabie Saoudite ou d'autres vont se retourner vers les États-Unis en espérant faire pression sur le comportement de la Maison-Blanche. C'est par ce biais-là que les choses doivent s'analyser. Donc, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Les États-Unis n'ont pas changé de stratégie, mais c'est le meilleur moyen pour les Iraniens de faire pression sur l'Amérique. Ils ne vont pas envoyer un missile sur Washington ou sur New York, mais ils peuvent le faire sur tout un tas de pays environnants. Et donc là, on a quelque chose qui peut jouer. Voilà, donc pour moi, c'est la raison principale. Il y a un autre point qui est important quand même dans cette situation, moi, que je trouve préoccupant,
c'est le fait que finalement, la guerre semble être liée à des questions nucléaires, à des questions de capacité à produire des missiles, éventuellement à faire sauter le gouvernement iranien, mais pas plus. Et donc, c'est inquiétant. moi, je trouve ça extrêmement préoccupant très parce qu'on a vu l'Irak, on a vu la Syrie, on a vu la Libye, on a vu le Yémen. Les gouvernements sont renversés et après, on rentre dans une situation qui peut être assez vite chaotique. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'inquiète parce que, au-delà de toute autre chose, c'est une région stratégique, à la fois entre l'Occident et l'Orient, c'est une zone de production d'énergie tout à fait considérable, et l'Iran est particulièrement important en termes de production de pétrole. S'il y a une situation qui s'embrase ou qui reste instable durablement, tout le monde sera pénalisé. Et je trouve que là, il y a une dimension qui nous échappe un peu et qui est potentiellement très dommageable. Et il y a aussi une première qu'on a vue durant cette guerre, et c'est quand même incroyable, c'est le fait qu'il n'y avait pas de Conseil de sécurité. On a vu la guerre d'Irak, toutes les autres guerres, il y avait quand même des séances du Conseil de sécurité qui se réunissaient malgré les divisions, malgré tout. Personne ne s'est réuni. Il y a deux choses. Il y a cet aspect-là, effectivement. Ça démontre que c'est fini. Les institutions se délitent. C'est une volonté qu'on a notée de Trump de longue date, peser sur les institutions. Et d'ailleurs, et c'est le deuxième point, quelques jours avant le conflit, le Conseil de sécurité s'est réuni sous la présidence de Madame Trump, qui n'a aucune position lui permettant d'être effectivement à ce poste-là. Normalement, c'est présidé, quand un pays préside, c'est le président ou le ministre des Affaires étrangères ou l'ambassadeur auprès des Nations Unies qui prend le poste du président pour la séance. Là, ça n'a été ni Donald Trump, ni le ministre des Affaires étrangères, ni l'ambassadeur. C'était Melania Trump qui a joué ce rôle. Qui traduit bien le fait que les États-Unis n'ont plus rien à faire des Nations Unies. Ça, c'est il le dit très clairement, Donald Trump. Il ne veut plus de Conseil de sécurité et de Nations Unies parce qu'il estime que ça ne sert à rien. Absolument, absolument. Non, mais c'est aussi l'idée que d'un seul coup, on ne veut plus fonctionner avec les mêmes règles. Chacun veut définir ses propres règles. Il n'y a Exactement. plus de règles. Et donc, et ça, c'est extrêmement préoccupant parce que il y a tout un tas de travaux qui ont été faits sur ce thème, mais les institutions, c'est ce qui permet de resserrer les comportements, de faire de telle sorte que vous suivez des règles identiques, que ce soit sur le plan économique, politique, etc. Et donc, vous avez une dynamique qui est commune. Si d'un seul coup, les règles ne sont plus respectées, si vous trouvez que le Conseil de la paix présidé par Donald Trump, c'est plus efficace, d'un seul coup, chacun joue ses propres règles. Et la destruction des institutions, c'est un peu ça. On a eu une période extrêmement longue et prospère du fait des institutions qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit la Banque mondiale, les Nations Unies, le FMI, et on a bien vu que un des premiers réflexes des pays d'Europe de l'Est, ça a été d'adhérer à ces institutions une fois qu'ils sont sortis de l'influence soviétique. Et ça, c'est un phénomène qui a été majeur et durable, qui est en train de se déliter. Et pour l'économie mondiale, pour
la dynamique des échanges, pour les investissements, c'est quelque chose de franchement préoccupant. Pour conclure, on dirait aujourd'hui que la guerre va continuer. Ça paraît aujourd'hui compliqué. On a le sentiment d'être encore dans la période où chacun se mesure au nombre de missiles ou de drones qu'il envoie. À un moment donné, cette situation basculera. On rentrera probablement en négociation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de combat, mais on changera de statut. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette interview. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup.